Les sujets qu'on va aborder essentiellement aujourd'hui, ça va être la demande de statut, les indemnités, les conditions, les avantages. Monsieur Brion va aussi nous parler du portail et des arts en amateur. Après, vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions, mais ces questions-là arriveront à la fin. Donc, on va laisser Marc faire toute la présentation et vous n'hésitez pas pendant ce temps-là à écrire vos questions dans le chat. Ma collègue va les réunir et en fin de présentation, chacun aura l'occasion de poser ses questions. Déjà, un grand merci pour cette invitation. Euh, donc, et pour la présentation. Euh, je me, je me présente encore brièvement. Je suis Marc Brion, je travaille pour le service public fédéral, euh, donc euh, pour le ministère de la Sécurité sociale, et plus exactement le team Working in the Arts, qui est en fait aussi le secrétariat de la Commission du travail des arts. Euh, Mon rôle au sein de ce service, c'est entre autres assurer la liaison entre le secteur artistique belge et euh, le gouvernement fédéral au sens large, donc plus large que le service sécurité sociale. Je propose de voir ensemble d'abord les nouveautés de la réforme Working in the Arts et son processus préalable pour aborder par la suite quelques sujets plus en détail. Mais avant de commencer, je pensais que c'était peut-être intéressant de juste jeter un coup d'œil sur la situation politique de la Belgique au niveau de la culture. Donc, comme vous savez, euh, la Belgique est divisée par des communautés flamandes, françaises et germanophones. Euh, et donc, au niveau de la culture, nous avons trois ministères qui gèrent cette compétence. Euh, En revanche, le gouvernement fédéral, ils ont quand même aussi gardé certaines compétences qui touchent au secteur des arts, comme entre autres la protection sociale et les allocations de chômage, aussi les droits d'auteur, les droits voisins, etc. Bon, donc au niveau fédéral, nous avions observé une combinaison de facteurs qui rendaient de plus en plus difficile le travail artistique et leur accès à la sécurité sociale. Par exemple, la multitude de contrats de courte durée et et du travail invisibilisé, qui est typique pour le secteur des arts, invisible surtout pour les administrations. Aussi, par exemple, la difficulté d'obtenir des financements externes ou une exigence de mobilité, parfois même à l'étranger, ainsi que de trouver un emploi stable, surtout pour les artistes débutants. Donc, bien que nous avions déjà, depuis quelque temps, au niveau de la sécurité sociale, un règlement spécifique pour le secteur des arts, celle-ci était un peu datée et elle ne répondait pas ou plus tout à fait aux besoins du secteur des arts. C'est la raison pour laquelle nous avions opté en 2021 pour une approche bottom-up par moyen d'un groupe de travail, entre autres, avec des représentants du secteur artistique, et puis une plateforme en ligne qui était accessible à tout le monde. Donc tout le monde pouvait y mettre ses commentaires. Et c'est ainsi que la réforme Working Arts a vu le jour et qui est rentrée en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Donc, ce sera bientôt un an. Alors, l'attestation du travail des arts, que vous connaissez peut-être déjà, deviendra un des éléments clés de cette réforme. Avant, on avait le visa d'artiste, donc ça deviendra l'attestation du travail des arts. Et cette attestation est l'accès unique à un système de sécurité sociale adapté et spécifique pour les travailleurs des arts.
On peut le comparer un peu à une porte-clé auquel chaque administration fédérale pourra attacher certaines spécificités liées aux travailleurs, au travail du secteur des arts, et bien évidemment pour tout ce qui touche aux compétences fédérales. Cette attestation est délivrée pour une période de 3 ou 5 ans, on verra tout de suite la différence, par la Commission du travail des arts, et cette commission sera en Belgique dorénavant la seule instance compétente pour juger si une personne est un travailleur des arts, professionnel ou pas. Et ça aussi pour les compétences fédérales, bien sûr. Nous ne parlons plus d'artistes, mais des travailleurs des arts. C'est un terme qui inclura non seulement les artistes, mais à partir de maintenant aussi les activités artistiques, techniques et de soutien artistique. Cela permettra aussi de reconnaître et de soutenir une gamme plus large de professionnels dans le secteur des arts. Une des portes-clés auxquelles l'attestation donne droit, sous certaines conditions, est l'allocation du travail des arts, et on y reviendra plus tard dans la communication. Le régime des petites indemnités qui existe déjà, et qui s'adresse plutôt aux artistes amateurs, mais pas uniquement, deviendra l'indemnité pour les arts en amateur. Et enfin, la création de la nouvelle plateforme et du site web Working in Arts. Et ce site a pour objectif de centraliser et de faciliter l'accès aux informations et services, entre autres la déclaration de prestations en amateur et de faire la demande d'attestation. Voilà, passons maintenant très brièvement à l'indemnité des arts en amateur. S'il y a des questions plus en détail là-dessus, vous pouvez me les poser par la suite. Donc, cette indemnité s'adresse aux artistes exécutants, donc qui effectuent une prestation artistique. Comme j'avais déjà dit, en fait, elle s'adresse plutôt aux artistes amateurs, mais elle peut être aussi utilisée par des professionnels. L'indemnité maximale est de 77 € plus 22 € de frais de déplacement. Ce sont des montants non imposables et sans cotisation sociale, ce qui veut dire aussi qu'elle ne donne pas droit ou pas accès aux droits sociaux, et elle est limitée aussi à 30 jours par an. Voilà, donc pour bénéficier de cette indemnité, avant il fallait une carte. Désormais, on n'a plus besoin de la carte. Il suffit que l'artiste et le donneur d'ordre s'enregistrent dans le portail, ainsi que les prestations fournies. Et pour cela, il n'y a pas besoin non plus de l'attestation de travail des arts. Les indemnités des arts en amateur sont gérées par l'ONS d'ailleurs. Voilà, donc revenons vers l'attestation du travail des arts. Seule la Commission du travail des arts est autorisée à délivrer cette attestation qui est essentielle pour avoir accès aux avantages sociaux spécifiques du secteur artistique. Il existe 3 types d'attestation. Il y a l'attestation ordinaire, l'attestation plus et l'attestation starter. Selon les revenus et le caractère professionnel des activités, une personne peut prétendre à un des 3 types d'attestation. Chaque attestation est assortie de mesures spécifiques, et cette attestation est une condition nécessaire, mais pas toujours suffisante. Cela veut dire que parfois, il peut y avoir des conditions supplémentaires qui peuvent être imposées pour accéder à certaines mesures au droit. Par exemple, c'est le cas pour les allocations du travail des arts. L'attestation est accessible aux travailleurs des arts, n'importe leur statut social, donc aussi bien pour les travailleurs indépendants que les salariés ou même les fonctionnaires peuvent le demander. En ce qui concerne l'attestation ordinaire,
qui est l'attestation de base et qui est valable pour une durée de 5 ans. Elle donne droit aux mesures Primo Starter pour les travailleurs des arts débutants, indépendants, à titre principal. Cela veut dire qu'ils bénéficient d'une réduction des cotisations sociales pendant 8 trimestres au lieu de 4. Donc, c'est une mesure qui existe pour tout le monde, en fait. Mais normalement, la réduction est que pour les 4 trimestres. Donc, mais quand on a l'attestation de travail des arts, on peut bénéficier de 4 trimestres plus. L'attestation donne aussi accès à un régime fiscal favorable pour les droits d'auteur et la possibilité de travailler sous article 1 bis. L'article 1 bis, j'y reviens aussi plus tard. Et d'autres droits pourront être rajoutés dans le futur. L'attestation plus génère les mêmes droits que l'attestation ordinaire et comme son nom l'indique, en plus, elle donne aussi accès sous certaines conditions supplémentaires aux allocations travail des arts. Et puis on a aussi l'attestation starter, qui est une attestation aussi avec les mêmes droits que l'attestation plus, mais qui s'adresse aux travailleurs des arts débutants. Les conditions d'accès sont plus faciles, mais la durée de l'attestation est limitée à 3 ans. Donc là, il y a la différence entre les 5 et les 3 ans. Donc l'ordinaire et l'attestation plus, c'est 5 ans, le starter, c'est plus 3 ans. Alors, comment la commission va attribuer les attestations ou qui sera considéré comme travailleur des arts et sur quelle base? Il y a 2 éléments importants qui seront évalués par la commission. D'abord, la preuve d'une pratique artistique et par la suite, la preuve d'une pratique artistique professionnelle. Et c'est que lors de la 3e étape qu'ils vont voir quelles des 3 attestations ils vont attribuer. Alors, l'activité est-elle artistique? La commission va examiner si l'activité apporte une contribution nécessaire artistique technique ou de soutien, soutien, à une création ou une exécution artistique dans une des domaines des arts, qui sont donc des domaines juridiquement établis par notre législation. Donc, et c'est les arts audiovisuels, les arts plastiques, la musique, la littérature, le spectacle, le théâtre, la chorégraphie et la bande dessinée. Donc, le demandeur va devoir démontrer à l'aide des documents, comme entre autres des contrats, photos, portfolios, etc., ses activités artistiques. Donc, en ce qui concerne les domaines, par exemple, on voit que l'architecture ne fait pas partie des domaines, ni la mode. Est-ce que ça veut dire que ces domaines sont d'office exclus? Non, parce que, par exemple, dans l'exemple que je vous ai présenté ici, sur la gauche de l'image, on voit quelqu'un qui fait des costumes. Ce sont des costumes qui peuvent être utilisés dans une représentation théâtrale. Donc là, ça rentre parfaitement dans le domaine du théâtre, par exemple, ou ces créations, ce qu'on voit souvent dans la mode, peuvent être des créations qui ressemblent plutôt à des sculptures et qui peuvent être considérées comme des œuvres d'art plastique. Pareil pour l'architecture, là on voit un exemple fait par un architecte, mais ça touche vraiment aussi aux arts plastiques. C'est plutôt c'est pas vraiment une architecture, mais ça touche plutôt aux sculptures. Aussi la nature artistique, donc c'est seulement la nature artistique
de l'activité qui compte, quel que soit son environnement dans lequel elle se déroule. Par exemple, un chanteur qui chante aujourd'hui devant salle de spectacle, un théâtre, et le lendemain dans une maison de retraite, n'importe. Euh, c'est l'activité qui compte. Euh, et ça, c'est important aussi. Le caractère artistique doit toujours primer sur l'aspect fonctionnel de l'activité. Un métier d'artisanat, ça aussi, ça peut être pris en considération si elle est nécessaire aux résultats artistiques ou artistiques techniques ou de soutien. Donc, c'est souvent des métiers artistiques techniques. Euh, je pense par exemple ici dans le cas où il y a quelqu'un qui travaille avec un sculpteur pour couler des sculptures ou, ou un graveur, par exemple. La qualité de la prestation ou le degré du savoir-faire et la connaissance des techniques ne seront jamais évalués non plus. Donc, contrairement à beaucoup d'autres commissions, cette commission ne regardera pas la qualité des œuvres présentées. Et toutes ces décisions et les critères utilisés par la commission pour accepter ou refuser des activités seront publiés dans un cadastre, entre autres à l'aide des exemples anonymes. Le cadastre n'est pas encore consultable, mais le sera bientôt. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Parce que c'est un cadastre vivant qui est fourni au fur et à mesure avec des exemples des décisions. Ensuite, la commission, elle va examiner si les activités sont exercées de manière professionnelle. Donc, il faut démontrer que les revenus professionnels et l'investissement de temps suffisent pour garantir dans une partie des moyens de subsistance. Et là aussi, donc, la commission va examiner les revenus des activités principales et périphériques, l'investissement de temps et le travail invisibilisé et les périodes d'inactivité. On y reviendra tout de suite. Voilà, j'ai fait un arbre dans lequel on va faire un zoom. Voilà. Donc, la commission va d'abord examiner les revenus des activités artistiques principales. Les activités principales sont, entre autres, les revenus professionnels, les droits d'auteur, aussi les droits voisins, et les prix sous certaines conditions, les prix gagnés donc. Si les revenus de ces activités principales sont en dessous de 1 000 euros pour la période de 2 ans avant la demande, l'activité ne sera jamais considérée comme professionnelle par la commission. Ça veut pas dire que d'office le dossier est refusé, hein, donc on verra tout de suite. Dans ce cas-là, on est renvoyé éventuellement vers le statut vers l'attestation starter. Si les revenus de ces activités principales pour la période de 5 ans avant la demande sont au-delà de 65 400 euros, l'activité sera toujours considérée comme professionnelle. En revanche, tout ce qui est entre ces deux, donc entre les 1000 et les 65 400, la commission va regarder plus en détail sur une période de 5 ans l'ensemble des revenus des activités artistiques principales ainsi que les activités artistiques périphériques qui sont entre autres les indemnités non considérées comme revenus professionnels, comme entre autres par exemple les indemnités des arts amateurs. Aussi, l'enseignement est considéré comme une activité artistique périphérique et la participation à des commissions culturelles. La commission va dans ce cas-là aussi regarder l'investissement de temps et le travail invisibilisé. Donc, le travail invisibilisé, c'est tout le travail qui n'est pas rémunéré et qui est typiquement pour le secteur des arts, hein, par exemple, tout ce qui est travail préparatoire,
un sculpteur qui va chercher une pierre à l'étranger, un acteur qui doit étudier ses textes, mais ce travail qui n'est pas payé, on l'appelle donc un travail invisibilisé. Il y a toute une liste des exemples. Et la commission, il va aussi tenir compte des éventuelles périodes d'inactivité. Donc, l'ensemble de ces revenus et de ce temps de travail devrait suffire donc pour garantir au moins dans une partie de ses moyens de subsistance. Et donc, c'est ça que la commission va évaluer pour voir si considère l'activité comme une activité professionnelle artistique. Si il considère qu'il y a donc une activité artistique technique ou artistique de soutien, il considère aussi que c'est une activité professionnelle. La dernière étape, c'est la décision de quelle attestation ils vont attribuer. Donc, on va plus loin dans notre arbre. Donc, on a eu ça, donc, où la commission a regardé si c'est professionnel ou pas. Si oui, il y a attestation du travail des arts. Et là, on va voir ordinaire ou plus. Si c'est pas professionnel, on peut être repêché par le starter. On verra tout de suite aussi. Donc, voilà, plus en détail. Alors, pour l'attribution de l'attestation plus, ils vont regarder que les revenus des activités principales sur une période soit de 2 ans, soit de 5 ans. Si les revenus sont au-delà de 13 546 euros les 5 dernières années précédant la demande, ou 5 418 euros les 2 ans avant la première demande, ils donneront une attestation plus. Ça, c'est pour une première demande. Pour une deuxième demande, les montants sont plus bas. Donc, dans ce cas-là, c'est 4 515 euros pour 5 ans ou 2 709 euros sur une période de 3 ans. S'il n'y a pas d'activité professionnelle, on va examiner s'il s'agit d'un profil de débutant. Et dans ce cas-là, la commission pourra attribuer une attestation starter sous certaines conditions. Donc, dans ce cas-là, il faut ne jamais avoir eu une attestation parce qu'on est débutant. Il faut aussi avoir obtenu un diplôme d'études supérieures dans les arts ou des expériences ou une formation équivalente. Il faut présenter aussi à la commission un plan de carrière ou la preuve d'une participation à un cours d'une formation où on apprend à faire un plan de carrière. Et il faut démontrer soit 5 activités principales ou 300 euros dans les 3 dernières années. Le plan de carrière, ça peut faire un peu peur, mais en fait, la commission ne met pas des très grandes exigences. C'est surtout le but, c'est que le travailleur des arts réfléchisse à sa carrière. Donc, qu'il voit, voilà, je suis où il est aujourd'hui, où il veut être dans 3 ans et comment il veut y arriver. Donc, c'est ça le principal. Sur notre site web, il y a aussi un manuel qui explique comment on pourrait diriger un tel plan de carrière. Et il y a aussi quelques questions types qui pourront aider. Voilà, donc petit rappel sur les droits liés à l'attestation du travail des arts selon les types de l'attestation. Donc, il y a l'extension des cotisations sociales réduites pour les primo-starters. Il y a le régime fiscal favorable pour les droits d'auteur et il y a la possibilité de travailler sous article 1 bis. Ça, c'est pour les 3
attestations. L'ordinaire, le plus, et le starter. Si on veut avoir ou si on veut pouvoir bénéficier des allocations du travail des arts, il faut absolument une attestation plus ou starter. Revenons peut-être sur l'article 1 bis. Donc c'est un type de contrat temporaire avec les avantages d'un travailleur indépendant et d'un salarié. La personne fournit des prestations ou des œuvres de nature artistique commandées par un client en échange d'un salaire et sans que la personne soit employée au travail sous l'autorité du client. Le travailleur des arts garde donc son autonomie artistique et est payé par prestation. Au même temps, et ça c'est l'avantage, elle ou il acquit des droits sociaux dans le régime des salariés qui lui permettent, par exemple, d'avoir la pension, le chômage, les allocations familiales ou les congés annuels. C'est une alternative assez intéressante pour les travailleurs des arts qui ne souhaitent pas immédiatement passer au statut des indépendants, par exemple. Ça peut être aussi une alternative intéressante à l'indemnité des arts en amateur, car il n'y a pas de montant maximum comme il y a pour l'indemnité, qui est donc à 77 euros. Dans ce cas-là, il n'y a pas de montant maximum. Et en plus, donc, cela permet d'acquérir des droits sociaux, ce qui n'est pas le cas pour les IAA. Elle peut être aussi utilisée dans différentes situations, comme autant si on est indépendant, si on est salarié ou même si on est demandeur d'emploi, on peut utiliser le contrat 1 bis pour certaines prestations. Donc, il n'y a pas d'autorité de la part du client, ce qui veut dire qu'on a une autonomie artistique. Et puis, les montants bruts sont pris en compte par l'ONEM pour calculer le droit aux allocations. Ça, j'y suis tout de suite. Il y a quand même un inconvénient important, c'est que l'employeur n'est pas lié par le droit du travail. Ça veut dire, par exemple, que la sécurité au travail, le congé maladie, le salaire minimum, etc., ne sont pas couverts. Voilà. Alors, les allocations du travail des arts, c'est ce qu'on appelait avant, dans l'ancienne réglementation, c'est le statut de l'artiste, ce qui est en fait pas une bonne terme parce que c'est pas un vrai statut. Mais donc, les allocations du travail des arts, quels seront maintenant les droits ou les avantages liés à cette allocation? Les allocations sont attribuées pour une période de 3 ans. Une chose importante, c'est qu'il y a une disponibilité passive au marché du travail. Acteris ou Forum vous laisse tranquille pendant ces 3 ans dans lesquels on peut se concentrer un maximum sur son travail artistique. Le montant des allocations du travail des arts reste inchangé pendant toute la période d'application, qui est de 3 ans. Donc, 3 ans, ça veut dire que chaque 3 ans, il faut quand même redemander ou refaire une demande pour les allocations. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de dégressivité. Et le montant minimum est de 1596 euros et le montant maximum est 1882 euros, qui est un montant calculé selon sa situation personnelle et aussi sur le montant des revenus qui ont précédé à la demande. Les travailleurs des arts peuvent cumuler certaines activités sans perdre leurs droits aux allocations du travail des arts. Par exemple, les revenus provenant des activités indépendantes complémentaires, aussi les droits d'auteur ou les droits voisins,
peuvent être cumulés avec un maximum de 10 000 euros, 10 629 plus exactement, par an. Ce qui est assez intéressant. Donc, euh, si on a une allocation et à côté on travaille en tant indépendant complémentaire, on peut quand même gagner 10 629 euros par an sans que ça ait un impact sur les allocations. On peut aussi cumuler des mandats dans un organe consultatif culturel jusqu'à 2 050 euros par an. Et on peut aussi faire du volontariat et recevoir pour cela des indemnités à un montant maximum de 1 659 euros par an. Voilà, mais comme on l'avait déjà dit, donc il y a des conditions supplémentaires. Il faut donc l'attestation, mais à côté de l'attestation, on doit prouver auprès de l'Office national de l'emploi, donc le NEM, au minimum 156 jours de travail lors des 24 derniers mois. Et ces jours seront calculés sur base des revenus à l'aide d'une règle de conversion. Ça revient à peu près à 12 000 euros qu'on doit gagner dans les 156 jours avant la demande, dans les 24 derniers mois avant la demande. Ce qui est important dans ce calcul, c'est que aussi le travail non artistique est pris en compte. Contrairement donc pour l'attestation, on regarde que le travail artistique. Pour les allocations, l'ONEM va aussi regarder tout ce qui est travail non artistique, mais du travail sur lequel on paye donc de la sécurité sociale. Donc, ce qui veut dire que le travail en tant qu'indépendant ne sera pas pris en compte. En cas de renouvellement, après 3 ans, il faut 78 jours lors des 36 mois. Donc là aussi, c'est intéressant, c'est beaucoup moins qu'avant. Alors, je propose qu'on fait un petit zoom sur le portail pour déclarer ses activités. Donc, et pour faire la demande de l'attestation. Donc, le portail est fait d'une manière que on fait d'abord un zoom sur le profil général avec la question qui suis-je, et après on va rentrer les activités par année plus en détail et qui met plutôt le focus sur que fais-je. Donc voilà, donc ça c'est la page quand on se connecte. Donc on est d'abord demandé de compléter le profil. Donc on peut mettre une photo, on n'est pas obligé, on peut mettre le nom d'artiste si on a, le nom et puis une brève présentation de vous-même en tant que travailleur des arts. Il y a aussi la possibilité, et c'est fortement recommandé, de rajouter des sites web ou des pages Instagram ou autres sur lesquelles on montre son travail à la commission. Puis l'éducation, on rentre tout ce que les éducations et les formations suivies, et puis on rajoute les diplômes. S'il n'y a pas de diplôme, c'est quand même intéressant de le mentionner, qu'on a suivi la formation. Après, on passe sur les activités. Donc, on va ajouter une activité.
Et puis, on peut choisir entre une activité principale, une activité périphérique et des éventuelles périodes d'inactivité, comme par exemple les congés de maternité ou de paternité, aussi des maladies ou accidents de travail. On va d'abord passer sur l'activité principale. Voilà. Donc, ce qu'on va voir d'abord, c'est une liste avec les activités parmi lesquelles on doit choisir. Il y a beaucoup de travailleurs des arts qui font plusieurs activités à la fois. Euh, c'est normal et donc le portail est prévu pour, donc on peut choisir entre plusieurs activités. Euh, la chose, c'est que pour chaque activité choisie, il faut donner une description, euh, livrer des preuves et aussi déclarer des revenus liés. Par exemple, et donc les revenus sont déclarés par année. Ça, c'est important parce que si on est par exemple illustrateur et photographe à la fois, et en tant qu'illustrateur, on a eu euh, des revenus en 2022, 2020 et 2022, il suffit qu'on fasse une fois l'activité illustrateur et que pour les 2 années, on rentre les revenus. C'est pas la peine, et ça on voit souvent que les gens ils font 2 activités pour illustrateur. Une activité illustrateur en 2020 et une activité illustrateur en 2022. Donc ça c'est pas la peine, il faut décrire une fois son activité et puis on peut y rajouter tous les revenus qu'on a gagnés les 5 dernières années. Pareil donc pour photographe, ça en revanche c'est une autre activité qu'on va choisir et pour cette activité on va aussi ajouter tous les revenus gagnés. Donc ajouter des revenus à cette activité. Euh, En revanche, il faut prouver tous les revenus liés à ces activités. C'est important de rajouter aussi des contrats pour bien montrer à la commission que les revenus gagnés sont bien les revenus issus des activités artistiques. Et pour avoir la certitude, c'est souvent intéressant de rajouter donc aussi des contrats dans lesquels il y a une description de son activité artistique. Voilà, donc là, dans l'exemple, on voit il y a des revenus en 2020, en 2022 pour une même activité et avec aussi des preuves. Voilà. Et pour chaque activité, il faut aussi rajouter le temps consacré à l'activité. C'est une estimation. C'est pas tellement important, mais donc ça peut jouer dans certaines situations où la commission va voir s'il s'agit vraiment d'une, euh, d'une activité professionnelle. Si vous mettez que vous avez gagné 1000 euros et que vous avez fait 5 jours de travail sur toute une année, dans ce cas-là, la commission il décidera probablement qu'il ne s'agit pas d'une activité professionnelle. Euh, donc, le temps consacré ne doit pas être prouvé, mais ça doit être une estimation réaliste. En revanche, le travail invisibilisé, donc tout ce qui est travail non rémunéré, euh, là aussi, on peut le rajouter, mais pour cela, c'est pas toujours évident. Pour cela, la commission demande quand même une sorte de preuve qui démontre que vous avez bien euh, fait ce travail invisibilisé. Ça peut être des photos, des échanges de mails, n'importe. Euh, voilà. Euh, donc,
Là, il y a aussi une liste des activités, des ça, c'est pour le travail, donc, oui, c'est le travail périphérique, ajouter une activité périphérique. Et puis, on a aussi la possibilité de rajouter les périodes d'inactivité. C'est une liste dans laquelle on peut choisir et il faut aussi télécharger des documents pour prouver cette période de non-activité. Une fois qu'on a fini tout cela, on appuie sur introduire la demande et à ce moment-là, votre demande sera envoyée au secrétariat de la commission qui va examiner votre dossier. Ils vont voir si tout y est, s'il y a des éléments qui manquent, ils vont vous contacter, ils vont vous demander de rajouter ces éléments. Et une fois le dossier complet, vous recevrez une confirmation. Et à partir de ce moment-là, où le dossier est complet, la commission a une période de 3 mois pour examiner et prendre une décision. Et donc, une fois que vous aurez votre attestation, vous pouvez le télécharger dans aussi dans cet environnement. Voilà, donc peut-être un dernier mot sur la commission du travail des arts. Euh, donc, c'est qui va examiner votre dossier. Important, c'est que 50% des membres de la commission sont issus du secteur artistique. Donc, ça veut dire que le secteur artistique occupe une place très importante dans la nouvelle commission. Avant, c'était qu'une tiers. La commission, donc l'autre moitié, seront des représentants fédéraux, des bancs de salariés et puis les employeurs. Donc, il y a un représentant de l'ONSS, un représentant de l'INESTI et un représentant de l'ONEM, puis 3 représentants des syndicats interprofessionnels, et puis aussi 3 représentants des organisations d'employeurs ou de travailleurs indépendants. Et puis aussi, il y a aussi des représentants des différentes communautés, mais ces personnes-là, ils n'ont pas droit de vote. Et puis, il y a aussi un président. Donc, il y a 18 membres au total, avec autant de suppléants. Alors, la commission est divisée en 2 rôles linguistiques. Chaque rôle comprend 18 membres effectifs et les 18 membres suppléants, dont 9 experts des arts. La commission, elle siège d'abord en 6 chambres restreintes avec chaque fois 6 membres unilingues. Donc, dans les chambres, les premières décisions seront prises dans une chambre restreinte qui est unilingue. Pour les dossiers rentrés en français, ils seront donc examinés par une commission des membres francophones. Les membres dans les chambres restreintes, ils prennent des décisions à l'unanimité. S'il n'y a pas d'unanimité dans cette chambre restreinte, le dossier sera renvoyé vers une chambre élargie, la chambre élargie compte 18 personnes plus le président. Et là, la chambre, en revanche, elle est aussi bien francophone que néerlandophone. Voilà, et après, il y a aussi les réunions plénières, mais dans les réunions plénières, il n'y a pas de dossier traité. Donc, les chambres restreintes, 3 par rôle linguistique, vont aussi, sont organisées selon les différents domaines. C'est pour ça que quand vous rentrez vos données,
et vos activités, il vous sera demandé quel domaine vous choisissez. Et selon le domaine que vous avez choisi, votre dossier sera traité par une de ces chambres. Il y a une chambre qui traite plutôt les dossiers art plastique, littérature et BD. Il y a une autre chambre avec des experts plutôt art visuel, audiovisuel et musique. Et puis encore une troisième chambre, théâtre, spectacle, chorégraphie. Voilà. Donc, les tâches principales de la commission, donc c'est la délivrance des attestations du travail des arts. Ils vont aussi veiller à des éventuels abus avec les indemnités des arts en amateur. Le secrétariat est là pour vous donner des conseils, des informations, et puis c'est surtout moi qui m'en occupe, le cadastre des activités, donc sur base des décisions prises par la commission. Voilà. Pour finir, je vous donne l'adresse de notre site web et aussi mon adresse mail. N'hésitez pas de me contacter si vous avez des questions, des conseils à donner. Et puis, chaque semaine, on a sur notre compte Instagram un post dans lequel on donne aussi des conseils ou où on partage quelque chose de la commission. Voilà. Voilà, c'est la fin de la présentation et je suppose qu'il y a peut-être des questions.